Au Togo de la campagne électorale pour les élections municipales prévues pour le 30 juin. Les dés sont donc jetés pour les près de 15 000 candidats qui sont descendus donc dans l'arène. Pour en parler, nous avons trois invités. Je vous les présente. Moïse Nyonfam Kossi est avec nous. Monsieur Nyonfam, bonjour. Bonjour. Monsieur Nyonfam Mani est cadre du nouvel engagement togolais, parti parlementaire, opposition parlementaire. Bien sûr. Avec nous également, M. Kossi Bensan Prosper Wonegou. Monsieur Wonegou, soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes candidat indépendant, vous êtes sur une liste Ensemble pour le développement de la commune de Baguida. Donc, je rectifie, tous pour le développement de la commune de Baguida. Ok, tous pour le développement de la commune, ensemble, tous, c'est un peu la même chose. Hein. Ah non. Mais il faut être prudent sur les dénominations, hein, parce que ça peut vite. Tout à fait. On en sait quelque chose. Et candidat indépendant, dans la commune de Baguida, c'est la banlieue est du Togo. Oui, de Lomé. Oui, première capitale du Togo. Hein. Première capitale du Togo. Mais avec tout ce que ça comporte, nous en reviendrons. Le troisième invité, Nestor Ariavé. Nestor, bonjour. Bonjour. Monsieur Ariavé est de la société civile. Vous êtes le coordonnateur des organisations de la société civile région maritime, appelée COSCREMA. Absolument. On va parler d'élections locales et de décentralisation, mais je voudrais votre avis sur le lancement de la campagne électorale qui a démarré vendredi. Est-ce que ce n'est pas plutôt timide pour 32 ans d'attente? Comment expliquez-vous ce départ, on va dire, timide? C'est quand même un euphémisme, monsieur Nyonfam. Qui prend, c'est lui ou bien c'est moi? Qui se jette à l'eau? Bon, de toute façon, on peut observer que ce lancement connaît peut-être une petite tiédeur, une timidité, mais on peut peut-être l'excuser parce que, en général, les tout premiers jours des campagnes électorales sont des moments où les gens peut-être s'observent ou bien ils mettent leur dernière main à la pâte. Et bon, on espère que, comme ça a commencé vendredi et que nous sommes le week-end, on peut peut-être espérer qu'à partir de lundi, les choses sérieuses peuvent réellement commencer. Donc, pour le moment, on ne peut pas... Ça donne l'impression que les candidats ne sont pas prêts, qu'on n'est d'ailleurs jamais prêt pour les élections. Comment cela se fait, Moïse? Merci. Non, je crois que vous convenez avec moi que 32 ans, rares sont ceux qui peuvent même se souvenir des dernières élections locales ou municipales dans notre pays. Donc il est évident que c'est une nouveauté pour chacun d'entre nous. On essaie de découvrir et on essaie donc d'affûter les armes autant qu'on peut. Mais il y a le fait que l'organisation même a un peu du plomb dans l'aile. Vous avez constaté déjà la validation des listes a posé beaucoup de problèmes. Et jusque-là, il paraît que certaines listes même ne savent pas exactement quelle est leur situation. Et donc, il y a eu des défaillances au niveau de la CENI, mais surtout au niveau de la Cour suprême, qui peut-être n'était pas préparée, n'est-ce pas, à pouvoir analyser dans le cadre qui lui est réservé plus de 15 000 dossiers, si je ne m'abuse. Et d'autre part, timide, oui, mais les tout premiers jours des campagnes ont toujours été comme ça. Moi, je ne suis pas trop surpris. Et vous verrez que les tout premiers jours, vous verrez plus dans la rue ceux qui ont un peu plus de moyens. Je ne veux pas dire d'où ils tiennent leurs moyens, mais vous verrez qu'il y a ceux qui étaient déjà là, qui font que nos communes sont dans cette situation délabrée, qui s'y lancent en même temps avec de grandes caravanes parce qu'ils en ont les moyens. Nous savons donc, tous... vous voulez dire que c'est une économie de moyens que les autres font pour mettre les bouchées doubles? Les autres moyens, les autres partis, comme le nôtre, qui n'ont pas encore commencé véritablement à s'afficher, sont des partis qui ressemblent à tous les Togolais, qui sont dans ces communes, qui vivent des difficultés énormes. Et donc, c'est nos frères, ils nous connaissent, ils savent que nous n'avons pas les moyens de pouvoir nous lancer dans de grands travaux. Vous avez même vu des caravanes où des gens ont amené des grues, des gens ont amené de gros camions, des gens ont amené du matériel pour arranger des routes, alors que ces mêmes personnes étaient celles-là qui dirigeaient du moins ces communes, soit en délégation spéciale
ou bien vous avez des listes indépendantes que certains anciens ont essayé donc parce que, je le dis, il y a des indépendants aujourd'hui qui sont dépendants plutôt de ceux-là qui ont dirigé avec toutes les calamités que nous avons nos communes. Ah bon, est-ce que c'est votre cas, M. Onegbu? Non. Parce que vous êtes candidat indépendant. Je dis il y en a, je n'ai pas dit. Oui, mais je veux juste vérifier. Et entièrement indépendant. Et ça, je l'affirme très haut. Nous sommes indépendants et entièrement indépendants. Nous ne prenons d'engagement envers qui que ce soit. Et nous avons notre conscience et c'est ça que nous mettons devant notre électorat pour défendre nos objectifs et pouvoir gouverner cette commune comme nous l'entendons. Nous n'avons pas de lien, ni de coloration indépendant. Ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite. Tout en avant. Est-ce que vous avez réussi quand même à vous jeter convenablement à l'eau dès les premiers moments ou oui. vous êtes en observation? Non, pas en observation. Vous savez, il y a plusieurs manières de faire une campagne. Pour le moment, nous sommes sur la phase de porte en porte. Nous sillonnons les quartiers, nous sillonnons les maisons, nous nous approchons plus des gens. Au lieu de leur demander de venir à nous, c'est nous-mêmes qui nous déplaçons, nous allons les voir, et leur expliquer le bien fondé de la chose. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il est question. Et d'ailleurs, au Togo, beaucoup de personnes sont fatiguées des élections parce que pensant que ça ne donne rien. Alors, il faut les rassurer dans un premier temps. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et après 2 ou 3 jours de campagne, nous sommes plus ou moins satisfaits de la mobilisation que nous avons autour de nous. Et après, on verra l'autre phase. Oui. On va reparler peut-être des conditions d'organisation de ces élections et peut-être voir avec vous si le niveau de transparence vous rassure. Je voudrais demander à M. Ahiavé de nous dire ce qu'il comprend des enjeux de ces élections, des élections locales qui sont liées au processus de décentralisation. En quoi ces élections sont importantes pour vous? Oui, ces élections sont d'une très grande importance, au moins pour 2 raisons. La première est socio-économique, la deuxième est politique. La première raison que je qualifie de socio-économique, c'est que ces élections-là vont permettre d'élire des personnalités qui auront la charge des communes. Et ces communes vont être les lieux où on va parler du développement au sens strict du terme, c'est-à-dire la prise en compte des besoins et préoccupations réelles des populations en quantité et en qualité. Et donc les personnalités qui seront désignées, ce sont ces personnalités-là qui auront à exercer les compétences que l'État va transférer dans le cadre de ce qu'on appelle la décentralisation. Et donc, à partir de là, la question du développement, tel que ça a été conçu, tel qu'on en a débattu jusqu'ici, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations, c'est ces élections-là qui permettront d'aborder ces questions de façon pleine et entière. Et donc, disons, quand je parle d'enjeux socio-économiques, c'est en cela que je le conçois. C'est ces élections-là qui vont permettre de donner le coup d'envoi réel du développement de nos quartiers, de nos villages, de nos cantons, bref, de nos communes, les espaces créés pour cela. Le second enjeu que je qualifie de politique, c'est que ces élections vont nous permettre de voir la mesure dans laquelle la démocratie, de connaître la santé de la démocratie au Togo, puisque on va donner la parole à la population. Maintenant, la population est subdivisée par rapport aux 117 communes que nous avons. Ces élections vont nous permettre de voir comment la démocratie va fonctionner dans ces petits espaces qu'on appelle maintenant les communes. Comment est-ce que les électeurs arriveront à désigner leurs représentants conformément aux standards internationaux, notamment l'article 21, alinéa 3
de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que la souveraineté appartient au peuple et que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des gouvernants. Maintenant, les gouvernants, c'est au niveau local. Ce sont les élus locaux, disons, les membres des conseils municipaux qui vont être mis en place. Voilà, ce sont maintenant les gouvernants. Et on va voir comment est-ce que la démocratie va fonctionner là sur place. Le dernier élément que je voudrais ajouter, surtout dans le cadre politique, c'est que ces élections se tiennent à un moment crucial dans la marche politique du pays. Nous sommes à quelques pas de 2020. 2020, c'est une année où le Togo va connaître une élection majeure, qu'on appelle l'élection présidentielle. Et ce qui va se passer en 2019, en ce mois de juin, ça aura forcément un impact sur ce qui se passera en 2020 lors de l'élection présidentielle. Donc, l'enjeu est double. Il est socio-économique, il est aussi politique. Je m'arrête là. Je voudrais prendre le volet politique de votre développement pour demander à Moïse Niamfam que est-ce que ce n'est pas un danger pour vous, parti politique, parce que pour la première fois, on va vous voir à l'œuvre. On verra si vous avez les ressources humaines pour gérer les collectivités locales. Est-ce que vous allez gérer autrement? Ce qui est sûr, nous ne pouvons pas faire pire que ce que nous avons actuellement. Pourquoi vous pensez que c'était le fond de la marmite? Oui, nous avons atteint le fond. Ça, nous tous, nous en sommes conscients. Je crois que le ministre de l'administration territoriale lui-même a relevé que les délégations spéciales n'ont pas atteint leur objectif. Ça veut dire qu'il reconnaît que quelque part, ça n'a pas été. Et quand nous voyons la situation dans laquelle vivent nos populations actuellement dans les différentes communes, que ce soit à Lomé, dans le Golfe 7 où moi je suis par exemple, ou bien que ce soit à Bassar, chez moi au nord, nous savons tous que véritablement ça a été un échec. Maintenant, est-ce que nous pouvons faire mieux? Oui, nous ne pouvons que faire mieux, parce que nous serons justement l'émanation de ce peuple-là, meurtri, ce peuple qui est en train de souffrir, qui n'a pas de route, qui n'a pas les infrastructures sanitaires nécessaires, adéquates, qui n'a pas les infrastructures scolaires, etc. Et donc, nous ne pouvons que faire mieux. Et ce faire mieux-là, vous devez pouvoir l'observer dans notre manière de vivre déjà. Je crois que beaucoup de gens savent que avant même que le net ne soit au Parlement, nous avons commencé par nous intéresser à la question du développement dans certaines localités. Nous sommes intéressés à la vie des élèves. Et aujourd'hui que nous avons pu être au Parlement, nous avons commencé déjà plusieurs actions dans ce sens-là. Et vous pouvez vous assurer... J'ai ouï dire que vous avez réhabilité un bâtiment scolaire sur des centaines ce n'est pas seulement un bâtiment scolaire. Ce n'est pas seulement un bâtiment scolaire. Avant même qu'on ne fasse les élections législatives, nous avons déjà réalisé de ces travaux-là, par exemple à Koyovia-Kopé. Vous vous souvenez? Et donc Koyovia-Kopé, vous savez que Koyovia-Kopé a déjà... comme locataire, si je peux le dire ainsi, des députés là-bas. Et je ne veux pas dire que les députés ont pour charge d'aller réaliser ces travaux-là. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là qui est avec vous, que vous connaissez très bien, qui vit la même situation que vous, qui ne vit pas dans les cités, qui ne vit pas de je ne sais pas quoi, et qui déjà agit dans votre milieu, vous avez ce sentiment-là de plus de garantie que si vous mettez cette personne-là à la tête de votre commune, elle fera mieux. Et je peux vous assurer que nous avons quand même beaucoup de personnes sur nos listes qui sont très engagées, formées également, pour que nous puissions relever ce défi-là. Nous ferons en tout cas mieux, et nous ferons d'ailleurs mieux que ceux qui veulent se réfugier un peu dans ces élections municipales pour se rattraper un peu d'avoir raté les législatives, ou bien ceux-là qu'on veut récompenser d'une manière ou d'une autre pour leur militantisme quelque part. Comme on a ouï dire aussi que le net a été récompensé pour sa participation législative. Si le net a été récompensé par sa participation aux législatives, et que vous suivez vraiment le langage du net en ce moment, vous saurez que si cela a été le cas, ceux qui l'auraient récompensé vont regretter, amèrement d'ailleurs. Oui. Monsieur Ouanégou, qu'allez-vous chercher dans cette galère? Oui, tout le monde sait que la situation dans laquelle vivent nos populations est alarmante. C'est une situation très alarmante et nous avons senti
le besoin de relever un peu le niveau. Parce que dans tous les domaines, sur tous les plans, mon confrère, mon ami a parlé de problèmes de route, de problèmes de santé, tout ça, ça nous interpelle. Alors nous nous sommes dit qu'il faudrait faire quelque chose. Donc cette galère, oui d'accord, mais on y va avec tout le courage que nous avons pour pouvoir relever le défi. Parce que c'est de notre devoir de mettre nos concitoyens à l'aise. C'est de notre devoir de faciliter la vie à nos concitoyens. Et c'est essentiellement cela qui nous a guidés, qui nous a poussés à aller dans cette galère. Mais est-ce que vous êtes capable de changer les choses que vous soulevez là, ou il s'agit simplement d'un langage politique? Est-ce qu'en tant que maire, en tant que conseiller municipal, en quoi vous pouvez peser sur la vie, le quotidien de vos administrés? Oui, dans un premier temps, tout le monde sait qu'il y a plus de 32 ans que ces élections n'ont pas été organisées. Donc personne à ce jour, il y a beaucoup de gens à ce jour ne savent pas comment ça se passe. Dans un premier temps, nous allons axer nos actions sur l'explication comment fonctionne effectivement une commune. Et ça rentre dans l'une de nos priorités. Nous allons expliquer aux gens, maintenant que nous sommes dans une situation de décentralisation, il va falloir que vous changiez de comportement, il va falloir que vous changiez de mentalité. Alors c'est à la suite de ce changement de mentalité que petit à petit, nous allons poser nos bornes pour pouvoir accéder, pour pouvoir amener cette population qui sera acquise à notre cause pour pouvoir accéder à ce que nous allons leur proposer. Oui. Et tout cela, ça passe essentiellement par la sensibilisation, la formation de cette population pour qu'ils adhèrent à notre action. Et Moïse? Oui, ce que je voudrais dire, la particularité de la gestion des communes, nous l'avons un peu perdu de vue avec les délégations spéciales que nous avons connues. Et aujourd'hui, si tout le Togo est donc communalisé, il faudra que chacun s'active dans sa commune pour développer la commune. Et nous, nos priorités, ou du moins les axes sur lesquels nous allons travailler, c'est d'abord comment faire pour redonner vie aux Togolais, confiance aux Togolais en la gouvernance de notre pays, ne serait-ce qu'à travers les communes dans lesquelles nous serons majoritaires ou nous serons maires et adjoints. Alors, en les amenant à cette confiance-là, nous allons éveiller en eux ce que nous appelons le contrôle citoyen de l'action publique. Il faut que le Togolais aujourd'hui comprenne qu'il est de son devoir de demander au maire pourquoi telle route est comme ça, de demander au maire pourquoi notre école est comme ça, de demander pourquoi nous avons un cimetière. Vous prenez par exemple dans le Golfe 7 à Flaou-Sagbado, nous avons le cimetière qui était entre-temps cimetière catholique et puis après ça a changé en un cimetière préfectoral. Allez voir un peu à Yokoué la pagaille qui se fait actuellement là-bas. Or, nous avons déjà vécu la même chose quand nous avions eu le cimetière de la plage, par exemple, avant Bekota. Bekota, c'est un peu ordonné, même si aujourd'hui, il faut qu'on travaille à goudronner au moins la route qui part des pavés jusqu'au cimetière. Donc, en revenant, c'est pour dire, nous voulons amener nos concitoyens dans nos communes à se prendre en main et à comprendre qu'ils doivent faire cette veille citoyenne-là et pouvoir demander des comptes là où il faut. En même temps, nous devons les amener également, d'abord en satisfaisant les besoins primaires. Nous avons parlé de la santé, nous avons parlé des infrastructures routières, etc. Lorsque nous arrivons à doter nos populations de l'énergie, de l'eau, etc., ça leur permet à eux-mêmes d'améliorer déjà les activités qu'ils font au quotidien. Parce que n'oublions pas, nos populations aujourd'hui, la plupart travaillent dans le secteur informel. Et donc, les moyens basiques ou les éléments qui leur permettent d'assurer cette production-là, c'est par exemple l'électricité. Et nous savons par exemple l'enfer quand nous parlons d'électricité, surtout quand nous sortons un peu de l'eau. Allez un peu à Tchévier, vous allez voir. Nous avons 2 listes au moins dans le Zio. Allez voir un peu ce qui se passe dans le Zio pour avoir de l'eau à boire. Allez voir comment, lorsque la pluie commence déjà par pondre, eh bien, on coupe l'électricité, par exemple. Alors que c'est avec ça que les populations travaillent
Et ça leur permet maintenant de payer les taxes. Vous comprenez que celui qui n'a pas les moyens pour travailler ne pourra pas payer les taxes. Donc pour nous, comme je le dis, c'est la participation de la population d'abord, en leur donnant confiance. La deuxième chose, c'est que nous allons éveiller en eux ce contrôle-là de l'action publique, de leurs représentants. Et enfin, maintenant, lorsque nous allons pouvoir les aider, ensemble, nous allons satisfaire les besoins, nous allons mobiliser alors davantage des ressources avec cette culture de la fiscalité qui va revenir. Et d'ailleurs, puisque nous sommes au Parlement, lorsque nous allons avancer un peu dans cette décentralisation et qu'on va se rendre compte que les moyens que nous mobilisons à l'interne n'arrivent pas à suffire parce qu'il y a l'OTR qui existe également. Les ristournes que l'OTR nous donne actuellement ou donne aux communes, si nous voyons que ces taux-là ne sont pas assez intéressants pour que les communes puissent vraiment se prendre en charge, eh bien, il nous reviendra en tant que parti parlementaire de retourner un peu dans la loi sur la décentralisation, de retourner un peu, voir un peu ce que nous avons dans la fiscalité au Togo, pour voir dans quelle mesure l'État peut accorder davantage de moyens aux communes pour se développer. Nestor, vous avez écouté vos interlocuteurs, ce qu'ils promettent, ce qu'ils veulent changer. Est-ce que vous lisez de la sincérité dans leurs propos? Ont-ils, à votre avis, les ressources capacitaires pour changer le quotidien des administrés? Ils promettent de l'électricité, des infrastructures, même ils veulent changer les problèmes de santé, les problèmes de faim, ou vous percevez un petit parfum démagogique dans tout ce qui se dit là? Ok. Je les ai écoutés avec beaucoup de plaisir. Et étant donné que c'est des candidats, le grand frère qui est à ma gauche, il est lui-même candidat indépendant, enfin, c'est une liste indépendante. Mon ami Moïse, lui, il appartient à un parti qui a positionné des listes. Et je comprends parfaitement le discours qu'ils tiennent et c'est beau à entendre. Bon, maintenant, il va falloir aller dans le fond. Vous avez parlé de capacité. Bon, ne connaissant pas leur liste et les personnes qu'ils ont positionnées sur les listes, je ne peux pas en juger. Mais toutefois, je peux tout simplement dire qu'il s'agit ici vraiment de faire en sorte que quelque chose change réellement. Parce que là, nous n'allons plus faire comme on a fait jusqu'ici. C'est parce que l'État central n'est pas arrivé à maîtriser les différents coins du territoire que finalement on a opté pour la décentralisation. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que les personnalités qui se positionnent maintenant en vue d'être élues pour siéger dans les différents conseils, on en aura 117 conseils municipaux. Et on aura au total au Togo 117 maires avec leurs adjoints. Voilà. Il s'agit de voir dans quelle mesure concrètement, quand je prends la préfecture de Vaud par exemple, nous avons 4 communes. Il y a Vaud 1, Vaud 2, Vaud 3, Vaud 4. Et comment est-ce que les listes ou bien les personnalités qui aujourd'hui aspirent à se faire élire comme conseillers municipaux, comment est-ce que par exemple quand on prend la préfecture là, comment est-ce qu'on va œuvrer de manière à ce que vraiment quelque chose change sur ces petits territoires, de sorte que réellement l'habitant puisse dire enfin mes préoccupations sont prises en charge. Voilà justement l'enjeu. Et justement ça demande également la question de compétences. Les compétences, on en a vraiment besoin parce qu'il ne s'agit plus de faire de la politique politicienne. Il s'agit ici de trouver des gens, des visionnaires et puis des techniciens, des gens capables de décliner les visions en plans d'action, les plans d'action en programmes et projets de développement et faire en sorte que tout ça là soit mis en œuvre de façon cohérente sur l'espace qu'ils ont en charge. Ça, c'est un grand défi. Et c'est à cela qu'on aura vraiment à mesurer les capacités des différentes listes aujourd'hui en compétition. À l'instant où nous nous trouvons, ce serait trop tôt de commencer par les juger. Même si quelqu'un aujourd'hui, visiblement... il y a des gens qu'on peut juger quand même.
ceux qui ont déjà dirigé ces communes-là, ou du moins nos populations. Vous prenez par exemple Lomé. Nous savons que Lomé ou dans le Grand Golfe, on avait un président de délégation spéciale. Oui. Quels sont les résultats? Mais cette même personne est aujourd'hui candidate. Donc il y a au moins des gens que nous pouvons juger. C'est ceux qui ont déjà dirigé et qui reviennent dire aux populations que nous pouvons faire mieux. Okay. Eux, au moins, on peut les juger. D'accord. Sur ce plan, vous, en tant que, disons, une personnalité provenant d'un parti politique qui lui-même est dans l'arène politique, je vous le concède. Je vais vous parler du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, qui est aujourd'hui candidat. Moi, je n'en sais rien, mais je sais seulement que la loi le lui permet. Ce que moi, je peux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a mal fait hier qu'il ne peut plus jamais bien faire. Je le dis comme ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'il se peut. C'est pourquoi je dis que attendons de les voir à l'œuvre. Il a fait ce qu'il a pu faire en tant que délégué spécial. C'est une nomination. Aujourd'hui, il recherche l'onction populaire à travers les élections. Alors, moi, je veux vraiment d'abord voir que la population lui fait confiance et que cette personne va être élue. Maintenant, si elle est élue et que maintenant le jeu démocratique va se jouer dans l'espace où il s'est fait élire, c'est là où on verra si effectivement cette personne peut-être n'avait pas eu les coups de franche ou bien les moyens. C'est ça qui a fait qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle aurait dû faire. Mais on verra. Donc c'est comme ça. Moi, je ne peux pas me permettre tout de suite de commencer par des jugements a priori. Je veux le faire a posteriori. Et je crois que ce serait beaucoup plus souhaitable, en tout cas en ce qui me concerne, en tant qu'acteur de la société civile. Je crois que ce type de regard me permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Prosper Onegou, comment, je vous pose la question concrètement, arriverez-vous à changer le quotidien de votre commune, la commune de Baguida, si jamais vous êtes élu? Oui, nous avions commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais introduit cette notion de sensibilisation. Il faudrait que la population sache à quoi il faut s'en tenir maintenant. Lorsqu'ils sauront et comprendront comment ils sont gérés maintenant, ils sont gouvernés maintenant, ils seront plus accessibles. Ils vont se laisser gouverner plus facilement. Bien. Entre autres mesures, nous avons prévu dans notre plan d'action une gratuité de la consultation sur le plan médical. Vous savez, dans nos milieux aujourd'hui, le problème d'automédication aggrave les maladies au niveau de nos populations. Alors, qu'est-ce qui, au fait, est le blocage qui amène à cette automédication? C'est parce que pour peut-être 500 francs ou un thermomètre à acheter, la personne préfère aller acheter un médicament qui ne convient pas tout à fait à la maladie dont il souffre. Alors, nous allons axer nos actions sur le plan sanitaire aussi pour que la population puisse aller devant les agents de santé compétents pour pouvoir leur dire de quoi ils souffrent. Sinon, ce serait trop facile de laisser les gens, comme jusqu'à présent, on l'a constaté, les gens sont laissés à eux-mêmes et ils font ce qui leur passe par la tête. Finalement, c'est une population qui va à la dérive. Oui, creusons cet exemple, par exemple, oui, de la gratuité des consultations médicales que vous proposez. Oui. Pour votre commune, ça coûte combien? C'est environ 500 francs. Plus peut-être... Non, le total, quand vous déclarez la gratuité, ça reviendra parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un paye. Oui. C'est chiffré à combien cette gratuité? Par individu. Non, pour la commune de Baguida. Pour la commune de Baguida, c'est justement là où nous allons faire intervenir l'impréparation de ces élections. Parce que jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas encore notre électorat. Et ça, c'est grave pour des autorités qui organisent des élections et qui ne peuvent pas, au jour d'aujourd'hui, mettre à la disposition des candidats
Vous n'avez pas votre électorat, ça veut dire quoi? Le corps électoral de sa commune. C'est même pire. Nous n'avons même pas encore le spécimen du bulletin. Oui, le spécimen est en préparation. Mais, on a convoqué les différents candidats à valider leur logo. Si, ça a été fait c'est plus d'une semaine. Et on regrette que c'est des choses qui traînent. Ça souligne de l'impréparation qui caractérise ces élections. Mais je ne vois pas le rapport entre la question que j'ai posée et oui, la réponse. Moi, j'ai demandé les chiffres. Oui, le problème, c'est que... Par rapport à la gratuité que vous promettez, ça va coûter combien? Et vous allez trouver les moyens où pour financer cette gratuité? Oui. Par rapport à cette gratuité, nous ne pouvons que vous donner des chiffres par personne. Par exemple, malade. Par exemple, un individu qui est malade, qui vient à l'hôpital, on lui demande un bon de consultation d'environ 500 francs, plus un thermomètre qui coûte autour de 500 ou 600 francs. Ça tourne autour de 1000 francs, 1200. Alors, c'est à la commune de supporter ces charges pour que la population puisse se faire consulter. Vous allez trouver les moyens où? Nous allons trouver les moyens sur la formation, sur les taxes. Une commune, ça fonctionne sur les taxes locales. Nous allons mettre des taxes au niveau de notre commune pour que de ces taxes, nous puissions financer ces consultations pour le bien-être de la population. Oui, avant d'aller à Moïse, mais Monsieur Onegou, je sais que vous êtes comptable. Tout à fait. De profession. Tout à fait. Est-ce que vous avez un budget en tête dans vos petits plans? Est-ce que vous savez combien vous voulez rassembler comme ressources financières pour votre commune avant de faire les promesses de réalisation? Oui, malheureusement, je n'ai pas les chiffres avec moi. Vous savez, c'est dans la précipitation je suis sollicité. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais il y a un budget qui a été fait au niveau de votre liste. De notre liste. Donc, si vous êtes élu aujourd'hui, vous comptez doubler, en tout cas augmenter les ressources au niveau de votre commune. Ben, tout à fait. D'accord. Moïse? Oui, nous ne pouvons pas promettre la gratuité, en tout cas pour les consultations, parce que ce n'est pas seulement celui qui vit, par exemple, dans le Golfe 7 où moi je suis, à Flaou-Sabado, ce n'est pas seulement les habitants de chez nous qui viennent à l'hôpital chez nous. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le devoir de l'État qui doit être conservé et il y a les choses sur lesquelles nous pouvons agir. Mais j'en conviens avec mon collègue qu'on peut essayer quand même de voir. Parce que nous, par exemple, nous avons une idée. Vous savez, il y a quelques années de cela, avant même que les délégations spéciales ne commencent, quand vous allez à l'hôpital avant, il y a quand même de ces premières choses-là que vous avez. Vous n'achetez pas le coton, vous n'achetez pas l'alcool, etc. Donc, pour nous, c'est de voir si nous pouvons déjà, dans une commune comme la nôtre, essayer de faire un répertoire. C'est pour ça que chez nous, par exemple, le numéro 2 sur la liste du Golfe 7 du net à Flaou-Sabado est un médecin. Il est le secrétaire général de l'Ordre des médecins du Togo. Ça veut dire que la question de la santé nous préoccupe. Donc, vous avez des médecins sur toutes les listes? Nous en avons sur certaines listes, mais je dis que nous avons un médecin, par exemple, sur la liste de notre commune, et ce médecin aussi, au sein du parti, est celui-là qui réfléchit un peu ou qui nous apporte de l'éclairage sur la question de la santé. Parce que vous ne pouvez pas aborder ou vouloir gouverner ce pays lorsque vous ne prenez pas en compte tous les aspects de cette gouvernance. Donc, je reviens quand même à votre question pour dire, nous, par exemple, ce que nous prévoyons, c'est d'abord, vous savez que le recensement général le plus récent date de 2010. Et donc, nous devons... oui, le recensement général de la population, voilà, et de l'habitat. Donc, il faut que nous recourions un peu d'abord à ces chiffres-là pour voir à peu près, malgré la mobilité de la population dans notre pays, voir à peu près quelle est la population un peu que nous avons au niveau de notre commune. C'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui pour avoir vraiment la délimitation des communes et pouvoir évaluer cette population maintenant. Au-delà de cette évaluation, nous disons également que les délégations spéciales doivent nous faire un peu le point pour que nous ayons une idée sur la mobilisation des ressources, comment est-ce qu'elles se faisaient avant et quelles sont, par exemple, lorsque vous prenez par exemple le marché de Adido Gomé, nous voulons savoir le marché d'Adido Gomé, combien ce marché-là produit en termes de recettes.
non fiscales. Nous devons le savoir. Nous devons savoir, par exemple, la douane que nous avons à Kato, nous devons savoir à peu près ce que cela nous produit, etc. Et à partir de là, de l'existant, en faisant le bilan de l'existant, de ce qui se faisait avant, nous allons voir maintenant quelles sont les taxes qu'il faut rapidement mettre en œuvre, quelles sont les taxes qu'il faut diminuer pour que beaucoup plus de personnes payent cela. Parce que c'est important aussi. Il ne faut pas mettre les taxes à un niveau où vous avez juste une minorité qui va payer. Non. Pour nous, il faut mettre les taxes de telle sorte qu'elles soient d'abord supportables par la population, mais qu'elles soient mieux mobilisées et qu'ensemble avec les populations, parce que dès que nous serons élus, nous allons essayer de mettre rapidement en place des comités pour travailler sur un plan de développement communal dans toutes nos communes. Oui, ce travail, est-ce qu'il n'aurait pas dû être fait avant? Non, nous avons des prémices. C'est-à-dire que vous avez les prémices pour dire, par exemple, pour un plan de développement communal, voilà comment est-ce que cela doit se faire, voilà les grands axes que vous devez avoir dans le plan. Et c'est quand maintenant vous êtes investi par les populations que vous rassemblez ces populations-là avec des techniciens comme M. Aguiavé pour dire, voilà, maintenant nous y sommes, notre commune, voilà sa délimitation, voilà à peu près la population que nous avons, voilà les recettes qui étaient mobilisées avant, voilà les différentes taxes que nous avons, voilà les besoins que nous avons actuellement dans notre commune, à moyen, à court et à long terme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'au moins un plan sur 5 ans qui ne va pas trop s'écarter du PND, nous allons rester peut-être dans la ligne du PND, mais en faisant en telle sorte que dans nos différentes communes où nous serons implantés, nous ayons très rapidement un plan de développement communal qui permette véritablement non seulement de mobiliser la population autour donc des valeurs citoyennes, de mobiliser la population à travers la culture de la fiscalité, mais aussi nous serons redevables à la population parce que non seulement chaque année, nous ferons le budget de manière consensuelle en appelant à la population, pas seulement en les invitant à aller, mais nous mettons les dispositions pour que la population vienne participer à ces sessions budgétaires-là, mais nous ferons en telle sorte que si nous avons de grands projets à réaliser, que nous mobilisons les ressources, nous reviendrons à chaque fois après avoir réalisé l'activité pour montrer à la population, voilà ce que nous avons fait et les comptes seront affichés dans les différentes communes de telle sorte que la transparence que nous n'avons pas vue depuis lors soit effective. Oui, Nestor, j'ai une inquiétude. À l'analyse des différentes annonces et des envies de nos candidats de changer les communes, je me dis, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des communes à 117 vitesses? Est-ce que les schémas de développement ou les plans de développement des différentes communes ne doivent pas découler d'un schéma directeur national pour qu'il y ait une cohérence? Absolument. J'ai parlé du PND, donc nous n'allons pas nous écarter. Et sur le sujet, je crois que nous devons garder présent à l'esprit le fait que la décentralisation ne signifie pas une disparition totale de l'État. Et l'État a à mettre un cadre de référence en place en matière de développement. C'est le plan national de développement. C'est, disons, comme d'aucuns le disent, la Bible du développement du Togo pour la période 2018 à 2022. Et donc, selon la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est dit que on doit bâtir dans chaque région un plan régional de développement qui est en cohérence avec le plan national de développement. Et maintenant, au niveau des communes, on doit aussi avoir des plans de développement de niveau communal en cohérence avec le plan régional de développement, lui-même en cohérence avec le plan national de développement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, selon la loi, juste un mois après la mise en place des conseils municipaux, le ministre chargé de la décentralisation, ce ministre-là réunit dans chaque région les élus locaux, c'est-à-dire les conseillers municipaux, pour leur présenter quoi? Pour leur présenter le plan national de développement et les orientations de l'État concernant la façon dont les choses doivent se passer. Et donc, on comprend déjà qu'il y a un grand travail de mise en cohérence qui doit être fait. Le cadre est déjà fixé. Il va falloir que les prochains élus tiennent compte de ce cadre qui est mis en place. Partant de là, je vais rebondir par rapport à la question de la santé dont le collègue Onegou a parlé. Et quand on fait ce genre de projection,
il est important de tenir compte des compétences qu'exercent les collectivités territoriales. Par exemple, quand on prend une commune, qu'est-ce que la loi dit par rapport aux compétences que chaque commune doit exercer? La loi nous dit que les communes exercent au moins 3 types de compétences. Il y a ce qu'on appelle les compétences propres. Il y a ce qu'on appelle les compétences partagées. Et il y a ce qu'on appelle les compétences transférées. Les compétences propres, ce sont ces compétences-là qui sont directement inhérentes à la nature même de la commune. Et en tant que commune, on sait que ça doit se faire. C'est le travail de la commune. La commune n'a pas besoin de ressources ailleurs, n'a pas besoin d'appui ailleurs pour le faire. Et là, il y a un certain nombre, il y a beaucoup de choses qui ont dans ces compétences-là. Il faudrait que les candidats ou bien les prochains élus tiennent compte de ça. Maintenant, étant donné que la loi délimite, disons, un périmètre pour le travail que les communes doivent faire, les compétences partagées font allusion ou bien font référence à ces compétences-là que les communes vont mettre en œuvre de façon concertée avec l'État. Donc, il y a complémentarité. L'État et la commune se mettent ensemble pour faire ce genre de choses. S'agissant de la question de la santé, par exemple, lorsque un candidat veut promettre la gratuité des consultations au niveau d'un hôpital, ou bien, il doit d'abord s'assurer que est-ce que c'est de la compétence, si c'est un hôpital, est-ce que c'est de la compétence d'une mairie pour faire une telle offre? Et s'assurer qu'effectivement, si cela est fait, est-ce que les coûts que cela va entraîner, est-ce qu'il y aura les moyens pour pouvoir les supporter? Tout ça, ça rentre dans les différents les calculs et les réflexions préalables qu'on doit faire pour que demain, les populations ne se retrouvent pas désabusées par rapport à un discours de campagne qui a été tenu et qui, malheureusement, ne serait pas, qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre. Monsieur Wanagou, vous voulez réagir? Non, c'est pour rassurer le collègue que nous avons parmi nous beaucoup de, comme l'a dit le confrère Nofam, nous avons aussi parmi nous beaucoup d'agents de santé, et c'est par rapport à leur expérience que nous faisons cette proposition. Et d'autre part, c'est par rapport à la structure de la commune même et des infrastructures sanitaires dont nous disposons et des besoins que la population a exprimés. Et si ce n'est que pour ça, nous pensons que nous pouvons faire le sacrifice. Oui. Sur les compétences transférées et les compétences partagées, les communes, qu'elles soient dirigées par X ou Y, doivent composer avec l'État. L'État qui a une coloration bleu-azur. Moi, j'ai envie de vous voir travailler ensemble. Comment cette collaboration va se faire entre partis d'opposition et partis au pouvoir quand on voit les positions qui sont souvent tranchées. Mais cela, on va en parler au cours de la seconde partie de ce forum, juste après une nouvelle édition du journal que je nous invite à suivre tout de suite.